Alors, commençons avec une image très, très forte. Mhm. Le plus grand, le plus cher, le plus puissant navire de guerre jamais construit, l'USS Gerald R. Ford. Oui, Maintenant, imaginez-le, non pas en mer de Chine, mais juste là, à quelques encablures des côtes du Venezuela. dans les Caraïbes. Voilà. C'est la scène saisissante que plante la source qu'on analyse aujourd'hui. Et la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Hmm. Pourquoi un tel déploiement de force, surtout que la justification officielle de Washington, c'est... Une mission antidrogue. Exactement. Et c'est précisément ce décalage, ce gouffre entre la justification et les moyens, qui est au cœur de l'analyse qu'on va explorer. Parce que la lecture qui nous est proposée, elle est radicalement différente. Ah oui, complètement. Pour l'auteur, il ne s'agit pas du tout d'une opération de police. Il parle d'un état de siège militaire qui ne dit pas son nom. D'accord. Sa thèse, et elle est provocatrice, c'est que ce déploiement spectaculaire est une réaction presque fébrile à un changement géopolitique majeur. Lequel? L'implantation militaire russe au Venezuela. Une implantation qui aurait, selon lui, complètement changé les règles du jeu dans ce que les États-Unis considèrent comme leur précaré. Bon. Alors, avant de plonger là-dedans, la justification antidrogue, elle peut sembler faible, c'est vrai. Mais le narcotrafic dans la région est une réalité, il est violent, militarisé. Tout à fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas argumenter qu'une réponse d'envergure est justifiable? Est-ce que la source ne balaye pas ça un peu vite? C'est une excellente question. Et ça montre à quel point le point de vue ici est sceptique. L'analyse ne nie pas le trafic, mais elle se concentre sur, disons, l'inadéquation flagrante des outils. On parle de quoi concrètement? On parle d'un porte-avions à propulsion nucléaire, de destroyers, plus de 4000 soldats. Et surtout, le détail qui, pour l'auteur, trahit tout. Les chasseurs furtifs F-35. Voilà. Des appareils conçus pour pénétrer les défenses aériennes les plus sophistiquées au monde. Pas pour chasser des go-fast. C'est pour ça que le texte utilise le mot mascarade. C'est exactement ça. L'argument central, c'est que la vraie raison, c'est la transformation du Venezuela. Il n'est plus vu comme un État faible. Mais comme une menace potentielle. Une menace, oui, à cause de ses liens avec la Russie. C'est le paradoxe que le texte met en lumière. En voulant isoler Caracas, les sanctions américaines auraient en fait eu l'effet inverse. Elle l'aurait poussé dans les bras de Moscou. Précisément. Et la Russie a saisi l'opportunité. Le résultat, selon cette perspective, c'est que Moscou a réussi à établir une tête de pont stratégique durable dans l'hémisphère occidental. Ce n'est plus une simple alliance, c'est une présence qui visiblement inquiète beaucoup le Pentagone. D'accord, l'inquiétude est posée. Mais de quoi le Pentagone aurait-il si peur concrètement? On a souvent cette image d'une armée vénézuélienne classée 50e au monde, avec de vieux F-16. Cloué au sol, oui. Alors qu'est-ce qui a changé pour justifier d'envoyer le fleuron de l'US Navy? C'est quoi cette nouvelle menace? Et là, on entre dans le cœur du réacteur de l'analyse. La menace, ce ne sont pas tant les 200 000 soldats, mais la technologie russe qui les équipe. Et on ne parle pas d'équipement de seconde zone. Non. On parle de 3 systèmes d'armes qui, en se combinant, créent ce que les stratèges appellent une bulle de déni d'accès. Une bulle de déni d'accès. Ça veut dire quoi ça, en clair? Ça veut dire rendre une zone, ici les côtes vénézuéliennes, si dangereuse que même les États-Unis n'osent plus s'en approcher. Ni par air, ni par mer. Une sorte de forteresse invisible. C'est exactement ça. Et la colonne vertébrale de cette forteresse, selon le document, c'est le système de défense antiaérien russe S-300. Ah oui, le fameux S-300. C'est un système redoutable. Tant que ce bouclier est actif, le ciel vénézuélien est extrêmement périlleux. D'ailleurs, l'analyse suggère que la vraie mission des F-35... Ce n'est pas les trafiquants. Non. C'est de trouver et de détruire ces batteries S-300 en priorité absolue en cas de conflit. D'accord, donc le S-300 c'est le bouclier, mais il faut une épée dans une forteresse. Bien sûr. Et l'épée, ce sont les chasseurs Sukhoi Su-30 Mk2. Le texte insiste bien là-dessus. Ce ne sont pas des antiquités soviétiques, non. Ce sont des chasseurs de supériorité aérienne d'élite conçus spécifiquement pour dominer les avions de l'OTAN. Le Venezuela en aurait plus d'une vingtaine, tous opérationnels. Et ils opèrent sous la protection des S-300. Voilà. Mais le vrai poison, ce n'est même pas l'avion lui-même, c'est ce qu'il transporte sous ses ailes. Et là, on arrive au missile, la pièce maîtresse de ce casse-tête. Oui. Le missile antinavire KH-31A. Le texte le qualifie de « cauchemar de l'US Navy ». C'est une formule choc. Oui, mais ce n'est pas juste une formule. Ce qui est fascinant, c'est l'idée d'asymétrie qu'il représente. C'est un missile supersonique, il vole au ras des vagues pour échapper au radar, et il est incroyablement agile.
Attendez, je lis une note ici. Le texte mentionne qu'il peut encaisser des accélérations jusqu'à 15 G. C'est énorme. Les meilleurs pilotes de chasse perdent connaissance autour de 9 ou 10 G. Précisément, on parle d'un engin qui fait des virages qu'aucun humain ne pourrait survivre. Et que la plupart des systèmes de défense ne sont pas programmés pour anticiper. Donc le temps de réaction pour un navire est... Quasi nul. Et son ogive est conçue pour perforer la coque avant d'exploser à l'intérieur, pour un maximum de dégâts. C'est ça la symétrie. Un investissement modeste qui peut tenir en échec un porte-avions à 13 milliards de dollars. C'est ça le changement de paradigme. La technologie a rendu la puissance navale traditionnelle incroyablement vulnérable. C'est un peu David avec un lance-pierre supersonique, quoi. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Ça veut dire que pour les milliers de marins à bord, l'alerte et l'impact pourraient être quasi simultanés? Absolument. La dimension humaine derrière cette réalité technique est terrifiante. Et le Venezuela n'en a pas qu'un ou deux. On parle de la capacité de lancer des salves. Donc c'est la combinaison, le bouclier S-300, l'épée Su-30 et cette lance, le KH-31A. C'est cette combinaison qui constitue la forteresse invisible et qui expliquerait la nervosité de Washington. D'accord, on comprend mieux la dimension militaire. Mais au-delà de l'arsenal, quel est l'enjeu réel, selon cette analyse? Si ce n'est pas la drogue, qu'est-ce qui se joue vraiment dans les Caraïbes? Pour l'auteur, l'enjeu est une lutte d'influence géopolitique pure et simple. En armant le Venezuela comme ça, la Russie conteste frontalement ce qu'on appelle la doctrine Monroe. La doctrine Monroe, on entend souvent ce terme. Un petit rappel peut-être? Bien sûr, c'est cette vieille politique étrangère américaine du 19e siècle. Pour faire simple, elle considère tout le continent américain comme sa sphère d'influence exclusive, son arrière-cour. Et toute intervention d'une puissance extérieure est vue comme une menace. Exactement. Et en installant une telle capacité militaire au Venezuela, la Russie ne fait pas que vendre des armes. Elle dit qu'à Washington, ce temps est révolu, nous sommes là et vous devez faire avec. C'est une affirmation très forte de la part de la source. On sent une ligne de pensée très critique vis-à-vis de la politique américaine. Oui, c'est un point crucial. Le texte s'inscrit clairement dans une vision du monde multipolaire qui rejette l'idée d'une hégémonie américaine. Je vois. L'argument, c'est que le récit américain du grand hégémon bienveillant qui protège la démocratie s'effrite. Derrière ce discours se cacherait une géopolitique bien plus brutale, axée sur le contrôle des ressources. Et le Venezuela riche en pétrole est si proche qu'il refuse de s'aligner. Et qui trouve un allié puissant pour le soutenir, ce serait inacceptable pour une partie de l'establishment américain. D'où cette démonstration de force qui serait, ironiquement, un aveu de faiblesse, ou du moins de perte de contrôle. On en arrive à ce paradoxe, une sorte d'équilibre de la terreur régionale. D'un côté, le spectacle de la puissance américaine, massive, de l'autre, des systèmes russes presque invisibles, mais dévastateurs. Tout à fait. Et le texte mentionne même un autre navire américain, le Shen Trader, un navire d'opération spéciale qui serait une cible de choix. Pourquoi lui en particulier? Parce qu'il est décrit comme bourré d'équipements d'espionnage, mais faiblement armé. Vital pour le renseignement, mais vulnérable. L'argument ici, c'est que si Caracas se sentait acculé, un seul missile pourrait le neutraliser. C'est là que le jeu devient dangereux. Extrêmement. Et ça amène l'auteur à cette métaphore. Washington joue avec le feu, et cette fois, ce feu est allumé avec de la poudre russe. Ce qui nous amène au scénario du pire. La question posée n'est pas seulement militaire, mais surtout symbolique. Oui. Que se passerait-il si un destroyer était touché? Ou pire, ce porte-avions? L'impact irait bien au-delà du bilan matériel. Le document parle d'une humiliation planétaire. Planétaire. Oui, parce que le porte-avions, ce n'est pas juste un navire. C'est le symbole de la projection de puissance américaine dans le monde. C'est un pilier de l'influence de Washington. Et si ce symbole était endommagé par le Venezuela? L'image d'invulnérabilité s'effondrerait. Ce n'est pas qu'un navire qui prendrait l'eau, c'est tout un récit de domination stratégique qui serait remis en cause, aux yeux du monde entier. Donc, si je suis l'argument final, le vrai danger ne viendrait pas d'un plan d'invasion, mais d'un accident, un ordre mal interprété. D'un incident qui forcerait l'une des parties à réagir pour ne pas perdre la face. C'est ça qui rend la situation si explosive. Même si les États-Unis gardent une supériorité globale écrasante. Évidemment. Mais le Venezuela aurait désormais les moyens non pas de gagner une guerre, mais de faire subir des pertes si douloureuses et si humiliantes que Washington ne pourrait pas se le permettre. Un seul incident pourrait mettre le feu aux poudres, non par nécessité militaire, mais par obligation politique de sauver la face. Pour résumer la thèse forte de la source explorée aujourd'hui, la présence de l'USS Gerald R. Ford dans les Caraïbes n'aurait rien à voir avec le narcotrafic, non.
Ce serait le symptôme d'un profond rééquilibrage géopolitique. La Russie, via son allié vénézuélien, conteste directement, avec des moyens crédibles, l'influence des États-Unis dans leur propre hémisphère. Le jeu a changé de nature. C'est exactement la conclusion de cette analyse. Qu'on y adhère ou pas, elle nous force à regarder la situation sous un autre angle, celui de la perception, du symbole. Et d'ailleurs, Oui. tout ce texte se concentre sur l'impact d'une perte matérielle, comme un navire, mais il nous laisse avec une question plus large, une pensée à garder en tête. À l'ère de l'information instantanée, de la guerre des images, la perception de la puissance est-elle devenue aussi importante, voire plus importante que la puissance militaire elle-même? La bataille pour le récit n'est-elle pas devenue la nouvelle ligne de front?